Bonjour à tous, bienvenue sur 01 TV pour ce nouveau numéro de 01 Drive, votre rendez-vous mensuel dédié à toutes les nouvelles mobilités. Et bien évidemment, on rajoute un petit peu de tech à tout ça. C'est le numéro 9, on est ravis de vous retrouver pour ce numéro avant les vacances. Salut Jérôme. Salut François, et dans ce 01 Drive, François, nous allons acheter une voiture, oui. Restez avec nous, comme c'est une émission de tech, on ne va pas acheter n'importe quoi, on va acheter une Tesla et on va la payer sans contact, c'est une expérience 01 net. Tu me l'offriras après, j'imagine. Ouais, on verra. Moi, je vais t'offrir un vélo, ça coûte un peu moins cher, mais attention, Ça c'est me pas va. n'importe quel vélo, c'est le vélo Zouv, un vélo électrique respectueux de la ville, on en parlera avec son directeur général. Du vélo à la trottinette, il n'y a qu'un pas. Eh bien, Dimitri Charitsis va venir nous faire découvrir les 3 dernières trottinettes du chinois Xiaomi. Voilà, avec un excellent rapport qualité-prix la plupart du temps. Et puis on redécouvrira Coyote, ce service qui existe depuis une quinzaine d'années. Comment évolue Coyote? Quelles sont les nouveautés? On en parlera avec l'un de ses dirigeants. Possédez-vous une petite caméra de surveillance dans votre voiture, une dashcam? À quoi ça sert? Comment ça marche? On en parlera avec notre invité. Et puis qui dit vacances dit bien préparer son véhicule. Tous les conseils indispensables et un peu d'innovation, ce sera avec Caroline Niquez tout à l'heure. Voilà, c'est le menu de 01 Drive. Merci d'être là, c'est parti. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 01 Drive, l'émission consacrée à toutes les mobilités sous toutes leurs formes, pleine de technologies sur 01 TV. Oui, et aujourd'hui on va parler de voitures, on va parler de trottinettes, on va parler de vélo et de tout l'environnement qui est lié à tout ça. Évidemment, vous pouvez aussi réagir avec le hashtag 01 Drive sur Twitter, n'hésitez pas. 01 Drive que vous pouvez retrouver sur 01nettv.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV et puis bien sûr sur les box en rediffusion, en multidiffusion tout au long de cet été. Sur les box SFR, Orange, Free et Fransat. Voilà, et la première partie de cette émission, avec nos intervenants qu'on vous présente dans un instant, ça s'appelle, tout naturellement, vous le savez, En route. Alors on y va. Un invité, Arnaud Le Rodalec, bonjour. Bonjour. Directeur général, c'est ça, directeur général? Exactement, ouais. De Zouv. Zouv, ce sont des vélos hyper high-tech, français. Et vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Voilà, on en parle dans quelques minutes, mais auparavant, le résident de 01 Drive, il est là tout le temps, serviette. tous les mois. C'est Dimitri Charitis. Salut Dimitri. Salut à vous, monsieur. Alors Salut, tout à l'heure, Dimitri. tu nous parleras de ce comparatif de trottinette Xiaomi. On dit que Xiaomi a vraiment d'excellents rapports qualité-prix. Tu nous confirmeras ou infirmeras ça dans quelques minutes. Mais pour débuter avec Jérôme, on a toujours rêvé de s'offrir une Tesla modèle 3. En plus, se l'offrir d'une manière un peu, comment dirais-je, digne de... sans contact. Voilà. Sans croiser personne. Digne de notre époque. Sans ça. rencontrer qui que ce soit. Exactement. Exactement. Mais c'est possible, ça? Et effectivement, c'est possible. Le vieux truc de geek. Non, je ne veux rencontrer je veux personne. voir Je veux voir personne, je veux juste ma Exactement. voiture. Je veux ma voiture. Mon téléphone et ma voiture et personne entre les deux. C'est à peu ça. près ça. Et c'est effectivement ça qui se passe. En fait, c'est quelque chose qui est né chez Tesla pendant le confinement. On s'est rendu compte là très récemment que l'industrie automobile forcément était à l'arrêt pendant cette période. Les usines ne fonctionnaient plus, les concessionnaires étaient fermés. Et malgré ça, Tesla continue à livrer des voitures. Comment? C'est incroyable. Voilà, justement en proposant la livraison sans contact. On connaissait déjà l'achat en ligne avec le configurateur Tesla. Ça n'a pas changé. On peut toujours choisir sa Tesla sur son ordinateur, sur son téléphone ou sa tablette. C'est très simple, ça va vite. La nouveauté, c'est que maintenant, on peut se la faire livrer, soit devant chez soi, soit en concession, enfin c'est des Tesla Center, ce ne sont pas des concessions, mais donc dans un Tesla Center, et y accéder sans même avoir à croiser qui que ce soit, en fait, pas de vendeur. Voilà, il y a la seule étape un peu Comme laborieuse. si on commandait des pizzas ou une pizza ou des sushis. Exactement, et qu'on allait les prendre sur place, sauf qu'il n'y a Voilà. personne pour les livrer. En fait, c'est tout simple. Quand on achète une Tesla, on crée un identifiant qui permet ensuite de se loguer à son application. Et là, en fait, quand on vient de la commander, ça se passe de manière très simple, comme une pizza pour le coup, et on obtient immédiatement ces identifiants Tesla, et notamment forcément la plaque d'immatriculation de la voiture. Il suffit ensuite d'aller soit devant chez soi, si on demande cette livraison-là, soit en Tesla Center, de retrouver sa voiture. Et là, avec son application, on peut directement ouvrir la voiture. La seule étape un petit peu
laborieuse un peu à l'ancienne, c'est que en fonction du mode d'achat et en fonction des pays, typiquement en France, il faut encore signer quelques papiers. Alors ça reste encore très simple, on les met à disposition dans un endroit dédié. Là aussi, si on souhaite croiser personne, c'est toujours possible. On arrive avec son propre stylo, on fait deux petits autographes, on dépose les papiers dans une boîte aux lettres ou directement sur un comptoir, et puis après, on n'a plus qu'à prendre sa voiture. Et là, deux solutions. Soit on connaît déjà l'environnement Tesla, et donc pas de problème, on roule directement. Soit on a envie de prendre un petit peu son temps, de découvrir sa voiture. Et là, il y a les tutos qui sont directement accessibles sur l'écran 15 pouces de la Tesla Model 3 que nous, on a essayé. Et puis voilà. C'est peut-être ce qui manque là, hein, on va dire la présence humaine, pour nous expliquer les tips, les petits trucs. Moi j'ai envie qu'on me raconte des histoires. Mais surtout avec une voiture qui est aussi high-tech que ça. Rêver. Alors, l'avantage, effectivement, ça peut être un manque pour certains utilisateurs. L'avantage, en tout cas pour ceux qui suivent l'actualité Tesla, c'est qu'ils sont généralement assez à jour des nouveautés et de l'actualité de la marque. Et donc, ce que constatent les vendeurs de Tesla, c'est que finalement, ils ont peu d'explications à fournir à quelqu'un qui vient en concession, puisque de toute façon, peut-être pas tout, mais il a déjà un niveau de connaissance suffisant. Et l'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas toute la gamme d'options qu'il peut y avoir chez d'autres constructeurs, et donc forcément, il y a moins de choses sur lesquelles il faut se pencher quand on choisit une voiture. Là, sur une Tesla, on choisit simplement la couleur, l'intérieur et les jantes. Pour le reste, c'est une voiture qui est livrée telle quelle, quoi. Il y a la motorisation, non? Il n'y a pas des trucs On choisit entre les trois versions, c'est-à-dire standard, grande autonomie et performance. Mais après, finalement, on va pas comme chez d'autres constructeurs choisir la couleur du pommeau ou c'est très très basique. Alors, du pommeau, Dimitri, on sait que Tesla est une marque qui innove, même dans la livraison des véhicules dans ces périodes, en tout cas pendant le confinement. Est-ce qu'il y a d'autres constructeurs qui ont emboîté le pas ou pas? Oui, est-ce que ça va se généraliser, justement, c'est ce qu'on commence à voir, c'est que forcément, l'idée de Tesla commence à faire des petits. Tout simplement parce qu'ils ont vendu pendant cette période, qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre pour la suite. Et donc, du coup, on commence à voir le même système arriver chez d'autres constructeurs. Alors, pas forcément pour de la vente, mais par exemple pour de l'entretien. On peut programmer l'entretien en concession ou dans un garage et voilà, juste déposer sa voiture. Et puis, pour une partie des voitures qui s'ouvrent avec une application, aller la récupérer, pareil, sans passer par les étapes classiques ou traditionnelles d'une vente ou d'une réparation. En fait, comme dans beaucoup de domaines, on le voit, finalement, ce confinement joue un petit peu comme déclencheur, détonateur de nouvelles pratiques. Ou au moins un accélérateur. Complètement dématérialisé. Ou au moins un accélérateur. Là, pour le coup. Après, voilà, on va dire que c'est un prétexte, ce confinement. En réalité, on imagine que ce mode de livraison était déjà dans les tuyaux depuis un moment. Il a juste été accéléré. Et c'est quelque chose qui avait été pensé, il me semble, pour la Chine il y a déjà un petit bout de temps. La livraison devant chez soi, c'est toujours intéressant. Surtout dans la mesure où on peut ouvrir sa voiture avec une application et retrouver la clé, on va dire la clé traditionnelle dans la voiture. Bon, elle t'a coûté cher, cette Tesla? Presque rien. En plus, j'ai dû la rendre, c'est le problème. Et parce que comme le paiement est sans contact est limité à 50 €, c'est vite fait. Hein, parce que tu payes aussi sans contact. Ah oui, non, avec le téléphone, tu peux, c'est pas limité. Non, là pour le coup, on l'a vraiment acheté. On l'a acheté sur un ordinateur. Internet, bien sûr. Mais non. Dimitri, tu restes avec nous. Bien sûr. On va dépenser un petit peu moins d'argent tout à l'heure avec les trottinettes. Faites. Les trottinettes Xiaomi. Et on va parler vélo, Jérôme. Yes, ça, c'est un sujet qui te plaît, moi ça me plaît. C'est mon truc en ce moment, les vélos, exactement. Il me parle toute la journée de vélo, j'en peux plus. Il en a marre. Oui, avec Arnaud Le Rodalec, donc rebonjour. Arnaud, Société Zouf, c'est une start-up française qui vient un peu du monde des objets connectés, c'est ça. Et vous avez développé un vélo, alors vous n'êtes pas le seul, vraiment en ce moment, il y a beaucoup de nouvelles marques de vélos, on va dire. Vous, c'est du vélo qui va être destiné à la location, donc partagée dans les villes, style Uber, Jump, Vélib, etc. Et votre vélo, on va commencer par ça, il a pas mal de particularités techniques. On le voit là d'ailleurs, c'est un joli vélo. Il est joli, ouais. Oula, alors là, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Attendez. Voilà, ça c'est le deuxième effet. Ça c'est la brochette de vélo. Voilà, c'est l'accouplement des vélos, mais c'est la deuxième surprise. Le vélo lui-même, parlez-nous un peu du vélo lui-même. Alors le vélo, c'est un vélo qu'on a développé entièrement en interne, donc sur toute la partie mécanique, électronique, logicielle. C'est un vélo qui est avant tout un objet connecté, donc c'est un objet qui va nous remonter des données de capteurs vers notre plateforme centralisée et qui vont nous permettre de faire de la maintenance préventive. C'est-à-dire que l'on va être capable d'identifier
identifier des problèmes d'ordre mécanique, électronique ou logiciel sur ce vélo, afin d'intervenir au plus tôt, puisque comme on propose un service de vélo électrique partagé, l'enjeu c'est d'avoir des vélos qui soient fonctionnels et rechargés en bon état pas comme pour les certains, utilisateurs. qu'on ne citera pas, Non. qui sont souvent tout cassés. Donc vous détectez quoi? Les pneus crevés, les pneus dégonflés, la fourche tordue, les trucs comme ça? Alors c'est vraiment quelque chose qui évolue dans le temps, qui évolue au jour le jour en fonction des problèmes qu'on voit sur le terrain. On a la capacité de venir Vous mettre à jour apprenez peut-être notre aussi. vélo. Tout à fait. Plus on avance, plus on accumule des données. C'est ça qui crée un cercle vertueux. On est vraiment sur cet ADN produit-service-données. On maîtrise le produit, on opère un service et on génère des données. Et ces données nous servent à améliorer le service et à améliorer le produit. Et plus on avance, plus on accumule des données, plus on accumule de savoir qui vont nous permettre de détecter plus de choses, de comprendre mieux comment les utilisateurs utilisent le service pour l'améliorer dans le temps. Et je crois que vos données permettront même dans le futur de détecter des problèmes sur la route. Alors tout à fait, on a la capacité de détecter des choses sur la façon dont l'utilisateur utilise le vélo, sur l'état du vélo, mais aussi sur l'état de son environnement. Donc typiquement, on va être en capacité de détecter des nids de poules sur la route. Ce sont des choses qu'on va voir via les accéléromètres qui sont embarqués dans le vélo et qui vont nous permettre de travailler avec les collectivités en leur fournissant des maps, des cartes interactives qui leur montrent l'état de la chaussée à différents endroits de la Si le vélo tremblote, c'est que là, il y a des pavés et que c'est pas terrible. Ce serait bien de passer un petit coup de goudron ou un truc comme ça. Alors moi, je l'ai essayé, ce vélo. Il est assez sympa parce qu'en plus, il n'a pas de vitesse. Donc très fluide. Et ce qui est très drôle, François, c'est que chez Zoov, vous m'avez fait tester 2 vélos qui étaient les deux mêmes en réalité, mais ce n'était pas la même version de logiciel. Et ben le vélo ne se comportait pas pareil. Ah oui. Le moteur ne faisait pas la même chose en réalité. Ah, tout à fait, c'est vraiment l'intérêt d'avoir la main vraiment en profondeur sur l'objet, la capacité de faire évoluer cet objet dans le temps, tant d'un point de vue logiciel que matériel. Et ça nous donne une grande souplesse en se nourrissant des retours utilisateurs, en se nourrissant des données que l'on génère pour faire évoluer le produit dans le temps et ajuster comme ça ce produit potentiellement aussi à des marchés différents. Mais c'est avec du logiciel que vous rendez le moteur plus ou moins performant, exactement. etc. On a la capacité de venir ajuster la puissance énergétique que l'on envoie au moteur pour pouvoir être plus conforme à l'effort que produit l'utilisateur sur le pédalier. Alors le truc intéressant aussi, c'est que vous révolutionnez les bornes où on branche les vélos. On sait que ça a été toute une pagaille à Paris avec Vélib et le changement de concession. Vous avez une autre stratégie, c'est-à-dire mettre plus de vélos dans moins de place. C'est ça? Exactement. En fait, quand on a créé la société il y a maintenant un peu plus de 3 ans, on était un peu à cette bifurcation entre les services de stationnement avec des stations traditionnelles type Vélib et la nouvelle mobilité en free floating. Et on s'est dit qu'en fait, les deux avaient leurs avantages et qu'il fallait créer quelque chose au milieu. Et donc, on est parti sur cette idée des chariots. C'est quand on laisse le vélo vraiment n'importe où. Hein. On peut le laisser sur sa béquille dans la rue. Ça énerve tout le monde. Ça crée du désordre dans les villes. Voilà. C'est très intéressant pour déployer rapidement, mais en fait, on crée vite du désordre dans les villes. Et donc, on s'est dit qu'il fallait avoir une solution de parking qui soit légère, qui soit compacte et qui nous permette aussi de mieux gérer l'énergie. Et donc, on a développé ces systèmes de stations qui fonctionnent comme des chariots de supermarché. Il y a une première borne qu'on va venir ancrer dans le sol, qui sert de point d'ancrage pour un premier vélo, et les vélos s'accrochent les uns aux autres. Comme des caddies, quoi. Comme des caddies. On en met 4 au mètre, donc 4 fois mieux que les systèmes aujourd'hui de bornes traditionnelles. Ça veut dire que si je veux prendre le vélo qui est au milieu, comment on fait? Je suis obligé d'enlever tous ceux qui sont avant. C'est ça? Alors, on ne prend pas le vélo qui est au milieu, on prend le vélo qui est en bout de station. Voilà, c'est tous les mêmes de toute façon. Et la question qu'on a toujours à chaque fois, c'est qu'est-ce qui se passe s'il est cassé? Et en fait, ce qui se passe, c'est que via l'application mobile, l'utilisateur a la capacité de venir déclarer qu'il y a un problème sur le vélo, il va l'extraire de la station, il va pouvoir prendre le vélo suivant. Et ce qu'il y a de positif en fait dans tout ça, c'est que nous, du coup, on a l'information que ce vélo a un problème. Et on ne se retrouve pas dans une situation où on a 15-20 utilisateurs qui ont le même problème sur le même vélo. Ça coûte combien votre service et il est développé où, déployé où pour l'instant? Alors, on est déployé sur la région donc, de Bordeaux et de Paris-Saclay, donc au sud du Grand Paris, avec à peu près 1000 vélos qui sont déployés sur ces deux territoires. Ça coûte 20 centimes la minute, il n'y a pas frais de déverrouillage. Et aujourd'hui, on a annoncé le fait qu'on allait proposer notre technologie qu'on a développée en interne à d'autres acteurs du marché qui voudraient se positionner sur ce marché du vélo électrique partagé qui est en pleine croissance en ce moment, pour pouvoir justement déployer notre technologie dans d'autres villes et peut-être même hors de France. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez installer des bornes dans telle ou telle ville, vous comptez sur les municipalités, etc. pour le faire en fait. Alors ça peut être les municipalités, ça peut être aussi d'autres acteurs privés qui souhaitent se positionner sur ce marché-là. Très bien. Zoov. Arnaud Le Rodalec, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon vent donc à Zoov. On va retrouver maintenant Dimitri qui revient, non pas avec son vélo, mais ses trottinettes. Yes.
J'aime bien les trottinettes aussi. je sais bien. Là, tu en as 3 si tu veux, donc tu vas pouvoir Allez, choisir. Avec Dimitri, donc, le test on va dire quoi, des 3 modèles de Xiaomi disponibles en France. Ouais, c'est à peu près ça. En fait, Xiaomi, on le connaît déjà, c'est la trottinette la plus vendue en France et la référence du marché au niveau rapport qualité-prix, la Mi Electric Scooter Pro. Là, en fait, Xiaomi a décidé un petit peu de tuer le marché en lançant une nouvelle version de cette trottinette et 2 autres qui arrivent en dessous. Donc, on a la Mi Scooter électrique Pro 2 qui remplace la précédente. Et en dessous, on a la 1S ou 1S et la Essential. Et ces 2 trottinettes-là vont venir, on va dire, proposer une expérience un peu moins aboutie que la meilleure des trottinettes, mais aussi moins chère. Voilà. Quel prix ? C'est quoi les prix ? C'est quoi les tarifs de ces 3 ? Alors, on va commencer à moins de 300 €, et c'est là où justement, il y en a 2 qui sont réellement intéressantes. C'est celle qui est à l'entrée et forcément la plus aboutie. L'entrée de gamme, c'est moins de 300 €, 299 pour l'Essential. Et là, elle est plutôt intéressante. Alors forcément, elle est limitée par rapport à ce qu'on connaît déjà. Elles ont toutes à peu près le même design, donc on ne va pas vraiment avoir de différence flagrante. Voilà, l'Essential est un poil plus léger, elle fait 2 kg de moins, un peu plus courte, mais pour le reste, c'est à peu près la même chose. On voit une petite différence au niveau des poignées qui sont un peu moins qualitatives, mais voilà, pas grand-chose. La véritable différence, elle va être donc dans le prix, on l'a dit, 299 €, mais surtout dans ses capacités. C'est une petite batterie qui permet de faire à peine 20 km et qui plafonne, le moteur de 250 watts plafonne à 20 km/h. Donc c'est pas vraiment la trottinette ultime, mais c'est la trottinette du débutant, on va dire. Ou celle qui permet en fait de faire le fameux dernier kilomètre. Oui. Voilà, c'est celle qui permet de faire des petits trajets qui dépannent. On va pas pouvoir traverser Paris, enfin c'est pas forcément l'idéal. Exactement. Même si on peut le faire avec 20 km. Bien sûr, c'est juste que ça met un peu plus de temps. Mais là pour le coup, c'est vraiment la petite trottinette qui va dépanner. Et encore une fois, à moins de 300 €, ça va être difficile de lui trouver un adversaire de qualité. Alors la plus haut de gamme. La plus haut de gamme, donc c'est la Pro 2 qui remplace la Pro de l'an dernier. Et là pour le coup, les différences par rapport à l'an dernier sont assez substantielles. On voit, il y a des réflecteurs qui ont remplacé, on va dire, les petites bandes qui étaient là avant. On a essentiellement des finitions qui ont été améliorées. Il y a les garde-boue qui sont mieux attachés, qui sont mieux ancrés, qui ne bougent plus. On sait typiquement que les garde-boue se détachaient au bout de quelques sauts de trottoir sur la première. Là, pour le coup, on sent qu'il y a un petit effort qui a été fait pour renforcer le tout. Après, ça reste à peu près la même trottinette, même autonomie de 45 km, même vitesse maximale de 25 km/h et le même poids de 14 kg. On reste sur quelque chose de connu et ça, c'est à 499 €. Donc, bien au-dessus du modèle d'entrée de gamme, mais avec des performances qui sont aujourd'hui ce qui se fait de mieux à ce tarif-là. Et entre les deux, on a la One S ou 1S. Et là, pour le coup, c'est celle qui a le plus de mal, à mon sens, à trouver sa place parce qu'elle propose une autonomie de 30 km, donc c'est vraiment entre les deux. Elle peut atteindre les 25 km/h comme la Pro 2. En revanche, le prix il est seulement 50 € de moins que la Pro 2, et donc à 449 €. Vaut mieux investir 50 € de plus. En gros, c'est 50 € les 15 km d'autonomie supplémentaire sur chaque charge. C'est pas anodin. Voilà, c'est pas anodin et je pense qu'elle va avoir un peu plus de mal à trouver sa place. Dimitri, on voit que Xiaomi est très bon dans l'électronique grand public avec des smartphones. Est-ce qu'ils sont, et ça sera pour conclure, aussi bons dans les trottinettes ? En tout cas, depuis qu'ils sont arrivés, c'est ce que je vous disais, il y a personne, en tout cas sur ce marché, qui a réussi à proposer un produit, alors forcément plus rapide, oui ça existe, plus endurant aussi, mais le rapport qualité-prix, ils sont vraiment imbattables. Et voilà, puis après ça fonctionne plutôt pas mal. Ils ont su faire les bons choix en passant de la M365 à la Pro l'an dernier, avec de meilleurs freins à disque, avec un moteur un peu plus costaud. Enfin, voilà, ils ont vraiment amélioré leur produit. Là, il arrive un peu mieux fini, mais globalement, on a quelque chose de très très correct pour ce niveau de prix. Super, test à retrouver en détail sur 01net.com. Dans quelques jours, oui. Voilà, parfait. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les deux. On va continuer, François, avec notre experte. On va parler de conseils de sécurité avant les vacances, et puis on va parler dashcam, surveillance, enfin la vidéo. Et de Coyote aussi. Et de Coyote. À tout de suite. Voilà, il y a une ambiance vacances et donc on va parler de choses qui vraiment peuvent être utiles pour les départs en vacances. Avec nos invités, tout d'abord Jérôme Arnac, bonjour.
Non, c'est vous, Jérôme, c'est vous, pardon. Jérôme Armac de Coyote. Et Pascal Chevalier, vous allez nous parler de dashcam dans un instant. Mais si on commençait avec Coyote, François? Oui, et puis pendant ce temps-là, tu peux tester les dashcams. Exactement, je vais essayer. Si tu veux, je crois qu'on a tous les modèles là. Jérôme, merci d'être avec nous dans ce Merci de 01 m'accueillir. Drive. Alors bon, c'est vrai, c'est le dernier 01 Drive là avant de partir en vacances. Peut-être un mot sur l'histoire de Coyote qui est hyper intéressante. 2005, donc vous arrivez avec cette volonté de révolutionner en quelque sorte déjà l'automobile connectée, hein, puisque Absolument. c'était l'un des premiers outils de partage pour savoir un petit peu où étaient les dangers sur la route. Et puis surtout à l'époque, Les radars. c'était les radars. Hein. Oui, tout à fait. Coyote, c'était à la base, en 2005, cette vision de notre fondateur, Fabien Pierlot, de se dire en combinant l'humain, la force d'une communauté qui va chercher à se signaler tous les incidents qu'on rencontre sur la route, et puis la technologie, avec une plateforme qui va permettre de les partager en temps réel avec les automobilistes qui vous suivent. La vision, c'était que ça va permettre d'améliorer la sécurité de tous sur la route. Et donc, je dirais que voilà, quelques années plus tard, 15 ans plus tard, on est toujours sur cette vision-là. Et évidemment, avec beaucoup d'innovation, beaucoup de nouveaux services, on renforce de plus en plus cette promesse de sécurité et de solidarité sur la route. Alors malgré tout, les autorités vous sont un peu tombées dessus, en disant qu'on n'avait pas le droit comme ça de prévenir de la présence des radars. Vous avez sauvé des millions de points à des millions de gens. Oui, on aide les automobilistes à adapter leur vitesse C'est aux ça. circonstances. Alors voilà, les zones de danger qui peuvent contenir des contrôles radars font partie de ces zones, mais il y a après, on dit souvent aujourd'hui, 80% des alertes qu'on reçoit en tant qu'utilisateur Coyote, c'est de la sécurité. C'est un objet sur la voie, c'est un accident, c'est un véhicule arrêté. Donc on est aujourd'hui bien au-delà de ce point de départ initial et on renforce de plus en plus cette Mais promesse. juste encore, après on n'en parle plus, hein, mais Ouais. vous indiquez toujours les radars ou pas? Absolument, on indique toujours D'accord. les zones de danger, puisque en France, les contrôles radars, ils sont toujours effectués dans des zones qui peuvent être dangereuses, accidentogènes. Et donc, nos utilisateurs Coyote peuvent toujours signaler aux autres utilisateurs qu'on est dans une zone de danger, de manière à ce que chacun puisse adapter sa vitesse, être plus vigilant quand on traverse ces zones. Absolument. Alors en fait, vous avez surfé sur à la fois la législation et puis la concurrence. Hein. C'est pour ça que Coyote est toujours là, parce que vous avez su vous adapter. La législation, Jérôme vient d'en parler. Ouais. La concurrence Waze, entre autres, hein, Ouais. qui a sabré un peu le modèle économique de départ, hein, on est d'accord. Comment justement pivoter Comment lorsque vous êtes adapté à ça? voilà, un Google et un Waze arrivent et cassent un peu votre marché, quoi, en quelque Alors, sorte. on a un ADN qui est très, j'ai envie de dire, on a vraiment une vraie singularité par rapport à des applications comme celle que vous citez. Notre ADN, c'est vraiment cette notion de vigilance, d'anticipation. Et donc, on a des preuves très fortes. On a un affichage permanent de la limite de vitesse et on a une équipe qui, en permanence, remet à jour, on en parle beaucoup en ce moment, c'est du quotidien chez nous, la mise à jour des tronçons de départementales qui repassent à 90 km/h. C'est votre propre cartographie? Ce sont nos propres limites de vitesse. La D'accord. cartographie, c'est un partenaire qui est un des partenaires de référence en cartographie qui est HERE. Les limites de vitesse, Ex-Nokia, c'est enfin, absolument. Donc c'est vraiment un acteur de référence. Les limites de vitesse, on les enrichit et on les suit nous-mêmes de manière à avoir vraiment une réactivité et une précision qui soit optimale parce que, encore une fois, c'est dans l'ADN du service Coyote. Et puis, le gros différenciant que l'on a, c'est cette focalisation sur tous les événements accidentogènes, tous les incidents de la route. On a la communauté la plus réactive, la plus rigoureuse là-dessus. Là où sur des solutions gratuites, vous n'aurez jamais le même engagement de la communauté. On dit souvent Coyote, c'est 5 millions de membres et c'est surtout un engagement de 93% de la communauté. C'est-à-dire, contrairement à des applications gratuites où on vient profiter d'un service, le membre Coyote, il sait que c'est je donne et je reçois. Et donc, à 93%, il va déclarer et il va confirmer des alertes. Oui, et parce qu'il paye aussi. Parce que ça c'est aussi un membre l'élément qui est différenciant. plus engagé, il paye, et il sait qu'il paye aussi pour cette ergonomie du service Coyote, qui met moins en majeur sans doute la navigation, mais qui par contre va mettre très en avant tout ce qui est danger, alerte en temps réel. Et alors, donc ça, on ne peut pas les rater quand on utilise Coyote. Alors quel type d'appareil aujourd'hui proposez-vous, sans rentrer dans tous les détails, mais grosso modo, ils font quoi et à quel prix? Alors, on a aujourd'hui deux grandes solutions quand on veut s'équiper de Coyote. On a des boîtiers. Donc aujourd'hui, on a une gamme de 3 boîtiers. Et puis, on a la solution
qui est la solution qui plaît aussi à de plus en plus de clients, qui est l'application iPhone, Android. Sur nos boîtiers, on a des boîtiers d'entrée de gamme comme le Coyote Mini. Et après, quand on monte en gamme, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir le Coyote Up qui va permettre pour la première fois d'avoir une fonction d'assistant vocal. Donc c'est un boîtier Coyote avec lequel on va pouvoir échanger à l'oral en gardant les deux mains sur le volant, ce qui est pratique et ce qui est pour nous de toute façon l'avenir. Enfin, l'assistant vocal, c'est déjà dans les maisons américaines, de plus en plus françaises. Ça va être de plus en plus, on le sait, dans les voitures. Ça sera dans tous vos assistants, j'imagine, dans quelques années. Absolument, c'est le sens de l'histoire. Et puis après, on a un troisième boîtier qui est le Coyote Nav+, qui ajoute à ses fonctionnalités la navigation. Donc c'est vraiment l'équivalent d'un vrai boîtier GPS avec un grand écran. Et on va retrouver aussi cet assistant vocal intégré. Alors votre valeur, vous en avez parlé, c'est vos clients et c'est votre data. C'est toute la data que vous remontez 24 heures sur 24 avec vos centaines de milliers d'automobilistes qui, en fait, vous enrichissent tout ce que vous avez. J'imagine que vous prenez soin de toutes ces données. Qu'est-ce que vous en faites de ces données ? Alors, c'est vraiment la richesse de l'entreprise, c'est vraiment ça. C'est des membres qui partagent leur data et après, une plateforme temps réel qui va effectivement exploiter et valoriser cette data. Deux grands exemples d'approches que l'on a. On a une première approche qui est de se dire, les membres de la communauté Coyote, ils ont une donnée qui est intéressante, qui nous permet d'élever le niveau de sécurité, mais il y a aussi des partenaires, comme récemment Autoroute Trafic, qui peuvent aussi mettre à disposition des données. Autoroute Trafic, donc qui réunit en gros toutes les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Il a par exemple les données en temps réel de chaque patrouilleur, de chaque fourgon de patrouille qui va aller dégager un objet sur la voie, sortir de l'impasse un automobiliste, etc. Cette data géolocalisée, il la partage avec nous et désormais, depuis le 8 juillet, on la partage avec nos utilisateurs de manière à ce qu'ils sachent à l'avance qu'ils vont trouver un véhicule de patrouille. Donc là, c'est pour vous dire qu'on est capable maintenant, dans la plateforme Coyote, d'intégrer des données externes, des données de tiers qui vont venir alimenter et renforcer le service. Un deuxième exemple, on a tout simplement nos 5 millions de membres qui roulent. On est en train de plus en plus de faire ce qu'on appelle de la sécurité prédictive, donc de détecter grâce à l'analyse de leurs données les zones qui peuvent être dangereuses sur la route. La première application de cette approche, on l'a lancée en fin d'année dernière avec l'alerte virage dangereux. On est capable de détecter sur l'ensemble de nos membres qui roulent les virages dans lesquels, quand on approche, on va avoir un freinage au milieu du virage. Ce qui veut dire que c'est des virages qui, quand on les voit en premier abord, on se dit celui-là, il va passer à 60. La route. Voilà, exactement. Et donc, nos algorithmes permettent d'analyser ça et de se dire, tiens, là, ces virages, il y a beaucoup de membres qui freinent au milieu. Ça veut dire qu'il faut prévenir à l'avance et on est même capable d'indiquer la vitesse avec laquelle vous devez arriver dans le virage. Est-ce que vous prenez en compte, Jérôme Arnac, aussi, par exemple, la météo ? Parce que c'est vrai qu'un virage, je ne vais pas prendre la même vitesse s'il pleut, s'il gèle ou s'il fait soleil, quoi. Clairement. Donc, en fait, cet algorithme-là de sécurité prédictive dont je vous ai parlé, en fait, il est auto-apprenant. C'est-à-dire que ça ne va pas être les mêmes virages dangereux en fonction des conditions, en fonction tout simplement des moments, la nuit, le jour, les conditions météo. Il va apprendre en permanence, il va observer ses comportements de freinage un petit peu tardifs et il va remonter en permanence l'alerte à la communauté là-dessus. Oui, une vraie assistance à la conduite, quoi. Absolument. Et ça, c'est une application. On a bien d'autres idées derrière qui vont nous permettre, avec cette approche, sans avoir un membre qui forcément va faire l'acte de remonter quelque chose, mais d'exploiter quand même la donnée de sa position GPS, de sa vitesse, pour pouvoir l'exploiter et en faire quelque chose. Alors j'imagine, entre nous, que petit à petit, vous avez moins d'abonnés. Alors je ne sais pas, je n'ai pas vos chiffres, mais peut-être que vous allez pouvoir nous le confirmer. Peut-être que vous avez moins d'abonnés aujourd'hui qui payent pour bénéficier de votre service qu'il y a 10 ans. Alors la base client, elle est relativement stable aujourd'hui. Elle est globalement stable. On observe de plus en plus de clients. Les applications Android iOS marchent très très bien. Donc il y a progressivement, donc on observe un transfert, mais en même temps, nos clients qui ont un boîtier, qui sont habitués à ce confort-là, préfèrent l'avoir. Ils changent très peu. Des professionnels, j'imagine. Alors, on a beaucoup de professionnels de la route, effectivement. De toute façon, on a tous les gens qui roulent beaucoup, qui, quelque part, dont la voiture, dont le véhicule est l'outil de travail. Ils sont beaucoup dans la communauté, bien sûr. Encore un mot, Jérôme Arnac, vous avez également développé un boîtier contre le vol, c'est ça ? Absolument. Donc on a développé depuis 2018 une offre qui s'appelle Coyote Secure. Et donc là, c'est un autre boîtier. C'est un boîtier connecté qui a 4 ans d'autonomie et que l'on peut dissimuler en fait
n'importe 4 ans où. sans le recharger. Absolument. Ça, c'est bien. Donc c'est de la technologie, c'est de la technologie objet connecté. Ouais. Donc c'est de la très très faible consommation d'énergie. Ça vous renvoie une position toutes les 8 heures, et ça va vous permettre le jour où votre véhicule est volé, et ben là de vous mettre en alerte et de détecter une phase de recherche où là le signal va être détecté par une équipe de détectives qu'on a chez Coyote et qui vont vous permettre de récupérer votre véhicule la plupart du temps en moins de 24 heures. Un mot sur les tarifs, parce qu'on ne les a pas évoqués. Ouais. Un boîtier Coyote donc traditionnel, ça coûte combien? L'appli, ça coûte combien? Et puis votre nouveau service de Oui, bien antivol. sûr. Donc, le boîtier Coyote d'entrée de gamme, ça commence à 119 € pendant l'été. Hein, on est en promotion jusqu'à la mi-août. Donc ça, c'est pour le boîtier d'entrée de gamme, le Coyote Mini. Le Coyote Hub dont je vous parlais tout à l'heure, ça va être à 169 €. Et voilà. Et après, il y a une montée en gamme sur le... Il y a des abonnements ou pas avec ça, avec Alors ces après, produits-là? après, vous allez avoir un abonnement pour bénéficier du service. Donc, si vous avez une offre boîtier, l'abonnement va être à 12,99 € par mois. Si vous vous tournez sur l'application, le prix d'entrée va être à 5,99 € par mois. Très bien. Très bien, parfait. Merci beaucoup, restez avec nous. Merci beaucoup. On va continuer à parler d'objets connectés au service de la sécurité. Je sais pas Qui est peut-être même complémentaire d'un boîtier Coyote finalement. Hein. Bien sûr, absolument. qui est certainement complémentaire. Ouais, ce sont les dashcams. Et on en parle tout de suite. Avec notre deuxième invité, Pascal Chevalier. Rebonjour donc. Bonjour messieurs. Alors une dashcam, on rappelle ce que c'est une petite caméra qu'on peut installer dans sa voiture pour Tout à fait. surveiller ce qui se passe pendant qu'on roule, c'est ça? Exactement, elle permet de filmer la route que vous empruntez, aussi bien à l'avant et même quelquefois à l'arrière également, pour vous garantir un voyage en toute sécurité. Et bien sûr, vous prémunir en cas d'imprévu sur la route, d'incidents, d'accidents, dont vous pourriez vous-même être victime. Alors on les voit, hein, là, ces dashcams, vous nous avez apporté plusieurs modèles. J'ai amené 2 échantillons, effectivement. C'est assez Donc, compact, hein, finalement. Ce sont des petits appareils. c'est très compact, effectivement. Donc là, vous avez notre meilleure vente actuelle, donc la 322, un produit qui se connecte par l'avant et qui vient se fixer sur le... C'est bon, C'était bon, vous étiez comme ça, c'est D'accord, parfait. sur le- Nickel. Sur le pare-brise. Ouais. Alors on a 2 systèmes de fixation, une fixation ventouse et une fixation 3M, donc fonction de si on veut la changer de véhicule. Il n'est pas rare qu'on ait 2 véhicules dans le foyer. Il faut la brancher, bien sûr, sur l'allume-cigare. Et hein. naturellement, dans la fixation, on Ouais, alors c'est pas apporte très un discret câble. quand même. Ouais. Ça fait un gros machin, un câble qui passe. On a 3 mètres de câble, on peut le faire courir Ouais. proprement autour du pare-brise et venir l'installer jusqu'à son point, jusqu'à son allume-cigare. Mais vous avez raison, on peut aussi faire mieux. On peut également raccorder la dashcam directement sur la boîtier à fusible pour avoir une alimentation permanente. Ah oui, c'est plus Ce qui propre, sera ça. beaucoup plus propre, Ouais. beaucoup plus intégré et très utile, notamment sur le mode parking, le mode qui permet de surveiller votre véhicule quand vous n'êtes pas Eh dedans. ouais. Et alors ça, c'est la même chose que ce que vous montriez avant? Alors ça, c'est un nouveau modèle que nous lançons ce mois de juillet. C'est la 222X. C'est un modèle que l'on livre directement avec un module qui permet de filmer à l'avant et à l'arrière. Donc c'est le premier bundle finalement, c'est le premier ensemble. C'est-à-dire qu'il y a Caméra avant, caméra arrière. Il y a une autre caméra qui est tournée dans l'autre sens. Absolument. Donc une caméra qui filme vers l'avant et un zoom qui passe à travers la fenêtre arrière et qui zoome Ah, je croyais que c'est pour sur... filmer les gens, Alors, carrément. on a 3 modules en réalité. On a ce dispositif qui existe également en version cabine pour filmer les passagers à l'arrière du véhicule. Ça peut être intéressant pour des professions type Uber, taxi, etc., conducteurs de bus et autres. Et puis on a ce module-là qui est un module zoom qui va donc permettre de voir la route derrière vous. Mais par contre, c'est pas très grand angle. Donc si vous voulez avoir une vision grand angle à l'avant et à l'identique à l'arrière, vous utiliserez plutôt ce qu'on appelle la caméra lunette arrière qui, elle, va se fixer magnétiquement sur votre lunette arrière D'accord. et permettra de s'orienter en fonction de son inclinaison, justement, et d'avoir un angle de 140 degrés. Voilà, c'est ce que vous avez entre les mains. C'est ce Là, que j'ai dans les mains. On va peut-être la Petite montrer boule, à là. l'image. Voilà. Voilà. La petite boule, voilà. caméra. Pascal Chevalier, alors on a plein de questions à vous poser parce que c'est un sujet qui est à la fois hyper intéressant et Et c'est un sujet à tiroir en plus. oui, et puis malgré tout on se dit, enfin moi je sais pas ce que tu en penses, mais je vois rarement
des automobilistes avec une dashcam. Alors moi, en j'ai une France. dashcam. Tu as une dashcam, Oui, oui, j'ai mais une- bon, toi, tu es hors sujet. Oui, je suis hors sujet, on va dire. Mais c'est vrai que... Est-ce que ça marche en France, sincèrement, sans langue de bois Ouais. Et comment on se situe par rapport aux autres pays européens Oui. ou on va dire aux ténors comme les Russes qui, eux, ont tout le temps, enfin, ont tous Oui, on a quasiment l'impression que les Russes ont tous une dashcam. une dashcam. Alors c'est très possible, moi je n'y suis jamais allé personnellement et on n'est pas présent sur ce marché-là. Nous sommes présents sur le marché européen qui est bien suffisant, où le poids du Royaume-Uni est le poids lourd en termes de vente de caméras embarquées, des caméras embarquées. Puis vient l'Allemagne, la France, le Benelux, etc., où les ventes sont assez représentatives. On est également présent sur le marché américain, où on s'est lancé, et canadien, l'an dernier, en juin dernier, et en Australie. Voilà, Et pour les ventes situer. augmentent Alors, ou- on parle de 23 milliards de dollars de valeur de marché au niveau mondial, tiré Toute marque essentiellement, confondue. toutes marques confondues. Voilà, le marché de la dashcam, Ouais, en fait. Oui, hein. oui, c'est 23 milliards. Avec effectivement, ce marché, il est tiré par la Chine, le Japon, la Corée, donc beaucoup l'Asie. Et l'Australie également, sachant que les marchés qui émergent un peu plus sur cette nouvelle technologie sont les marchés USA-Canada, plus récemment, qui D'accord. n'étaient pas trop investis. On est passé un peu vite, mais sur le à quoi ça sert finalement. C'est-à-dire que si j'ai un accident, c'est une preuve, ça raconte ce qui s'est passé. Alors à votre bénéfice ou pas d'ailleurs, hein, c'est un témoin objectif de ce qui a pu se produire sur la route quand vous avez été impliqué ou témoin d'un accident. On en parlait un petit peu avant l'émission, vous-même avez Oui, pu... c'est vrai que moi je l'ai vécu, ça peut filmer quelque chose qui ne me concerne pas. Et vous pouvez partager. Exactement, et ensuite on devient Exactement. témoin. Eh bien, ça résume assez bien la fonction du produit. Elle vous permet de prouver que vous n'êtes pas en tort lorsque vous êtes impliqué dans un accident, D'accord. que quelqu'un a grillé un stop, un feu rouge, que sais-je. Les assurances reconnaissent les images. Alors c'est qui accepté, sortent de- c'est accepté par la majorité des assurances. On a nous-mêmes des partenariats avec deux sociétés d'assurance, que sont l'Olivier et Acomassure. On a initié ce partenariat l'an dernier, en 2019, courant été et fin d'année. Et on renouvelle notre offre avec eux cet été, de juillet jusqu'à fin d'année. Donc, toute Avec une personne- ristourne, j'imagine. voilà, Enfin, toute il y a un personne bonus. qui voudra souscrire un contrat chez l'Olivier ou chez Acomassure pourra recevoir jusqu'à 100 € de remise sur son contrat d'assurance. Combien ça coûte ? Alors justement, notre entrée de gamme commence à 69 € avec la 122. Et après, on a une montée en gamme de type 99, 149, 200 et 229 €. Ça filme en 4K, ces trucs-là, ou ça sert à rien? Alors ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, on va lancer notre modèle 4K mi-août, entre mi-août et la rentrée. D'accord. Ce sera notre deuxième génération de 4K puisqu'on avait déjà eu la 612, donc la 622 arrivera sur le marché dans les semaines qui suivent. Et effectivement, c'est un produit qui apporte énormément de nouvelles fonctionnalités. Alors moi j'ai deux questions, excuse-moi. Une chacun, comme ça. Mais il n'y a pas de problème. C'est comme chez toi. Les Français n'aiment pas. Enfin, on Oui, le oui. sait, on a un rapport qui est quand même bizarre avec la sécurité, Mhm. avec la vie vidéo. privée, la vidéo, etc. Mhm. Franchement, comment réagissent les clients français? Est-ce qu'ils achètent des dashcams vraiment? Bah, si on constate les ventes et le trend des ventes, dans une année compliquée, hein, dans une année Covid malgré tout, c'est excellent, c'est très bon. Il y a un très bon accueil de la technologie. Je pense que tout le monde comprend que c'est une démarche personnelle que d'acheter Bien sûr, une caméra bien embarquée sûr, pour oui. se sentir davantage en sécurité, etc. Et dès l'instant qu'on fait cette démarche-là, ça veut dire qu'on a intégré qu'il y a des risques sur la route, ils sont multiples, et que l'on veut s'en protéger en étant soi-même certainement un petit peu plus responsable. Hein. Moi, je trouve que c'est une démarche assez responsable que de faire ce pas-là. Et naturellement, on peut certaines fois se sentir un peu en position de fragilité quand on est impliqué dans un accident, etc. Pas seulement à cause de l'accident lui-même, mais aussi par rapport à tout Oui, ce qui va suivre, l'intimidation, le choc émotionnel, voilà. l'intimidation, etc. Bien sûr. etc. Et là, on a vraiment quelque chose qui relate exactement les circonstances et qui explique un petit peu mieux, avec la déclaration qu'on fait à son assureur, qui accompagne donc le constat amiable. Mais je pour la croyais qu'on n'avait pas le notification. droit de filmer la voie privée, la voie publique comme ça en permanence. Alors d'un point de vue légal, on considère que c'est un commencement de preuve au niveau
au niveau légal, parce que le véhicule est un peu un prolongement du domicile. D'accord ? Donc, il y a 2 plans, mais c'est toujours à l'appréciation du juge d'accepter Ou pas. C'est lui qui est libre de... Exactement, si ça vient enrichir le dossier et les faits qui sont jugés. D'accord. Comment ça marche? Parce que j'imagine que je ne vais pas enregistrer 24 heures de vidéo avec de ma voiture. Comment ça fonctionne en fait? C'est en boucle? Oui. Alors, je tiens à préciser que par rapport à la RGPD, par rapport à la vie privée, qu'effectivement, ce qui n'est pas autorisé, c'est de diffuser sur les images sur des sites. Ou alors il faut flouter. Voilà, il faut flouter, vous plaque avez raison de le d'immatriculation, préciser. visage, de sorte qu'on ne reconnaisse Bien sûr. personne. En ce qui concerne la technologie elle-même, effectivement, ce sont des morceaux d'enregistrement de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de sessions vidéo, de séquences vidéo, qui se suivent, on règle ça dans le menu, et qui viennent donc s'enregistrer automatiquement sur la carte, selon la capacité de la carte. Et ça efface la plus vieille, etc. Et voilà. Et les anciennes vidéos sont effacées au profit des nouvelles vidéos. D'accord ? Mais effectivement, dans le cadre du RGPD, on peut très bien, il y a des pays qui sont peut-être un petit peu plus durs que ne l'est la France, on peut très bien avoir un paramétrage dans nos dashcams qui consiste à n'avoir que 4 minutes maximum, quelle que soit la valeur de la carte, oui, d'accord. 32, 64, 128 gigas, 4 minutes maximum de vidéo sur sa carte Les 4 dernières SD. minutes. Les 4 dernières minutes, voilà. Oui. Et bien sûr, à chaque fois que le capteur gyroscopique va détecter un mouvement brusque du véhicule, qui se balance, qui est choqué d'avant en arrière, une accélération trop forte, Là, un freinage trop paf. fort, la vidéo va être verrouillée, sécurisée, et elle sera conservée, D'accord. celle-ci ne sera pas effacée. D'accord. C'est le principe de la dashcam. C'est assez intéressant. Ok, ouais, très bien. Jérôme, est-ce que vous avez pensé à rajouter par exemple des modules de caméra sur vos boîtiers Coyote? On a eu un boîtier sur lequel ça a été le cas, Ah oui. qui s'appelait le Coyote S, voilà, dont on a terminé les ventes il n'y a pas si longtemps. On n'a pas aujourd'hui, Ça n'a comme pas je vous le été disais... concluant? Enfin, si vous n'avez pas renouvelé l'expérience. Alors, on a eu, beaucoup de clients qui l'utilisaient, donc il a eu son succès. Après, au moment de se demander quelles innovations on allait mettre dans les nouveaux boîtiers, on a consulté nos clients et effectivement, des fonctionnalités comme celle que je vous disais, l'assistant vocal, ont apporté Remonté plus plus d'adhésion que la que caméra. cette caméra. Voilà. Très bien, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Coyote et donc Next Base. Et on va continuer, François, à parler un peu de vacances, de sécurité Bien sûr. également. Et oui, les conseils sécurité routière de notre experte, Caroline Niquez, qui nous rejoint tout de suite. Elle est là, elle est avec nous. Bonjour Caroline Niquez. Bonjour. Voilà, directrice de l'innovation chez Crédit Agricole Assurance. Caroline, là, vous êtes là pour cette dernière de la saison avant les vacances, ou d'ailleurs avant les vacances. Les vacances ont sans doute déjà commencé pour beaucoup d'entre vous. Revenir aux basiques, aux fondamentaux. Hein, quand on prend la route, on ne répétera jamais assez en fait tous ces conseils de bon sens finalement. Exactement. Et quand on liés. part en vacances, on part beaucoup en voiture apparemment. C'est vrai. On part beaucoup en voiture et on part encore plus en voiture cette année que les années précédentes. Aussi pour des questions de sécurité sanitaire. En fait, les Français ont décidé de prendre davantage la voiture. Ah oui, le Covid, le train, ça fait un peu peur. Exactement. Donc on voit que les stats, en fait, sur les premiers week-ends des vacances côté SNCF, ça a plutôt chuté, là où les loueurs de voitures ont vu leur chiffre d'affaires bien augmenter. Donc oui, beaucoup de voitures. Alors si ce n'est pas une voiture de location, si c'est la voiture familiale, quelle est un petit peu la checklist à faire avant de partir en vacances? À quoi il faut penser? Alors c'est important ces conseils de prévention en effet. La première chose c'est déjà penser à son véhicule, sécuriser son véhicule. Donc un des premiers conseils c'est de vérifier avec son garagiste le gonflage des pneus, les amortisseurs, les freins, voilà, s'assurer que le véhicule est sécurisé. Et puis soi-même on peut vérifier les liquides de frein, les liquides de refroidissement, etc. Et voilà, donc s'assurer que le véhicule en tant que tel est bien prêt pour le départ en C'est le moment vacances. de faire la révision annuelle. Ouais, mais Exactement. on se dit, mais évidemment, ça paraît une évidence, mais il y a peu de gens qui font une révision avant de partir en vacances pour checker justement les points importants du véhicule. C'est pour ça qu'on le répète à chaque fois. Et puis en plus, il y a peut-être des véhicules qui n'ont pas beaucoup roulé en plus ces derniers temps, donc Mais oui. c'est d'autant plus important de le faire. Exactement. Donc bon, ça c'est on va dire la chose importante de faire avant le grand départ. Après, il y a tout ce qui est, voilà, on est dans la voiture, on commence
à se préparer pour partir, on a chargé les valises, Ouais. on n'a oublié personne. On espère. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, il faut penser, la première chose, c'est penser à dormir. C'est vrai on se rend compte, en fait, il y a un conducteur sur 2, grosso modo, qui a réduit son temps de sommeil avant de partir en vacances. Donc le premier sujet, c'est quand même de partir, dans la mesure du possible, un maximum reposé, d'éviter de partir tous en même temps, si on peut, d'éviter les heures où on sait qu'il y a un risque de somnolence plus Pas fort. partir tous en même temps, ça veut dire choisir son jour, Choisir aller son regarder les jour. prévisions de trafic, etc. Exactement. Et puis éviter de partir sur les heures dont on sait qu'elles sont plus risquées en termes de somnolence, entre 2h et 5h du matin, entre 13h. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien rouler la nuit Et quand c'est oui. des longues distances. Parce qu'il y a moins de monde, mais en effet, il y a ce vrai risque de somnolence. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis après la digestion, j'ai envie de dire 13h, 15h, Et là, c'est pas bon. Ça, C'est pas bon, ça Non, peut être un peu dur. Donc voilà, donc c'est un vrai enjeu. Et puis évidemment, faire des pauses toutes les 2 heures, faire des pauses dès qu'on sent qu'on a un petit moment de faiblesse. C'est très important. C'est du bon sens, hein, ce que je vous dis, mais c'est important aussi de manger léger, de boire de l'eau. De l'eau. De l'eau. Non, mais c'est important de bien s'hydrater Ouais. quand on roule comme ça des heures durant. Et c'est vrai, Jérôme, hein, moi je le vois bien. Après manger, j'en fais plus rien. Hein. Jérôme. Ah, mais non, mais moi, Jérôme, après manger, c'est dur. Ah oui, il faut que je me roule dans un coin. Bah, Mais après, c'est très inégal. Il y a des gens qui peuvent faire des siestes très très rapides, des petites siestes express. Moi, je sais que je suis comme ça. Et puis pour d'autres personnes, c'est plus dur. C'est plus dur. Après, quand même, sans plomber un peu l'ambiance, mais en étant vraiment dans la réalité lucide, il faut savoir quand même que la somnolence, c'est la première cause d'accident sur les autoroutes. Et que on a un accident mortel sur 3 sur autoroute qui est dû à la somnolence. Donc Ouais, c'est c'est quand même dingue, un enjeu énorme de vie, de santé. Donc voilà, c'est important de faire attention. Et il y a un truc de terrible, c'est la monotonie en fait de l'autoroute qui Oui. hypnotise et qui endort. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent prendre par exemple la nationale où l'attention sera naturellement plus portée parce que justement on va tourner, il y aura des feux, il y aura des céder le C'est passage, juste. des stops, etc. Alors que l'autoroute, bon ben voilà, au bout d'un moment. À Paris-Marseille en national, Non. on le fait plus trop. Hein. C'était Non, très c'est- tendance dans les années 60, ça l'est un peu moins aujourd'hui. C'est vrai que ça rallonge, mais ça te permet aussi parfois de redécouvrir des régions de France tranquillement. fait. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça sûr. peut être sympa de s'arrêter dans un petit resto On a un beau qu'on ne pays. voit pas sur l'autoroute, par exemple, et qui va être sur les nationales. Exactement. Alors voilà pour les conseils de prudence, les conseils de sécurité. Mais heureusement, la technologie est là pour Et nous oui. aider. Et oui, et c'est un vrai sujet d'exploration. Je vais vous parler pour commencer d'une première start-up qui s'appelle InnovPlus, qui a eu un prix d'innovation en fait, sécurité routière 2020. Et là, en fait, c'est un système en fait, qui est embarqué dans la voiture, qu'on met sur la voiture, d'un boîtier en fait, qui permet par un logiciel de reconnaissance faciale, alors il y a l'intelligence artificielle et des algorithmes, d'identifier en fait si le conducteur commence à avoir des petits signes de faiblesse, de somnolence ou de manque de concentration. Ah oui, c'est génial. Il Et- détecte si on s'endort ou si on se fatigue. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va être alerté, le conducteur va être alerté à la fois au niveau visuel et sonore, avec les deux petits yeux, là, ça va changer de couleur, ça va biper pour faire signe au conducteur qu'à un moment donné, là, on est en zone de risque, pour lui permettre de se reprendre, de s'arrêter éventuellement, de faire une micro-sieste, etc. Donc ça, c'est un sujet intéressant. Et puis, c'est Ça, un c'est un sujet produit qui est sorti, qui est qui est en disponible. cours de commercialisation plutôt sur les flottes de D'accord. véhicules pour l'instant. Pour tous les gros rouleurs, on va dire, hein, qui roulent pour le travail, en fait. Exactement. Mais ça arrive aussi, il y a des options comme ça, anti-somnolence, sur certains véhicules haut Oui, de gamme. sur les véhicules haut de gamme, c'est Exactement. intégré Avec des dans la voiture. capteurs intégrés dans le véhicule Exactement. et qui vont faire sonner des sirènes assez fortes ou alors faire bouger le volant dès que quelqu'un commence à avoir les premiers signes Oui, de somnolence. d'endormissement. Il y a la machine qui te donne des gifles aussi. Il paraît que c'est assez efficace. C'est un peu plus violent, mais C'est un peu plus radical, Ah, c'est mais ça radical. réveille. Ça réveille. ça réveille. Deuxième innovation, Alors, on n'est pas dans le monde de la start-up, mais on est toujours dans le monde de l'innovation. C'est une innovation Valeo qui s'appelle Rescuer. Et là, c'est plutôt pour les véhicules pour l'instant qui nativement ne sont pas équipés de système dont je vais vous parler. C'est un système que vous allez brancher sur votre allume-cigare de e-call, Emergency Call, qui va permettre en cas d'accident de détecter que vous avez eu un accident, de vous connecter automatiquement à une plateforme d'assistance 24/24/7/7. D'accord. Et le cas échéant d'appeler les secours si vraiment en moins de 2 minutes, si vraiment il y a un cas plus grave. Donc je dirais que là il y a évidemment les
les constructeurs se sont aussi saisis de ces sujets et travaillent dessus, mais pour les véhicules un peu plus anciens. Un peu plus anciens qui n'ont pas tous ces systèmes-là. Qui n'ont pas, voilà, ça permet ça. Et ça permet aussi, ils ont intégré dans ce système également un be-call en cas de panne. C'est-à-dire que là, vous avez juste un petit bouton à appuyer et automatiquement, de la même manière, plateforme d'assistance, dépannage de votre véhicule en cas de panne. Donc, j'imagine que vous qui représentez des assurances, vous surveillez toutes ces innovations parce que ça peut peut-être même changer votre manière d'assurer en fait les automobilistes, non? En tant qu'assureur, en fait, on est très très engagé sur le sujet de la prévention. En fait, c'est dans notre ADN, c'est notre mission. Donc, on donne beaucoup de conseils, de sensibilisation, d'acculturation pour nos assurés pour éviter que le risque ne se produise. C'est utile pour l'assuré, utile pour l'assureur. Donc le sujet de la prévention dans la voiture, mais dans d'autres thématiques, c'est un vrai sujet stratégique. Très bien, Rescuer de Valeo, donc système d'alerte. Mais c'est vrai que les systèmes d'alerte se multiplient. Il y en a sur des appareils, sur des boîtiers. Tout à l'heure, on parlait des dashcams. Je sais que certains modèles de Nextbase sont équipés également de ça. Et puis, il y a des choses qu'on a parfois, on ne le sait même pas. Combien de gens savent que l'Apple Watch, par exemple, a un système d'alerte, c'est-à-dire que si on reste sur les 2 boutons appuyés pendant un certain nombre de secondes, ça va déclencher un appel d'urgence. Et ça aussi, ça peut parfois sauver des vies. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les véhicules qui sont donc de plus en plus connectés, on en avait parlé dans une précédente émission, c'est vrai que l'attention peut être parfois moins, ou la concentration moins forte, parce qu'on délègue de plus en plus de choses à la machine. Donc, c'est intéressant d'avoir ces systèmes un peu de rappel, parce que les modes de conduite et le comportement sur la route avec ces systèmes de plus en plus intelligents nécessitent quand même un petit, tant que le véhicule n'est pas 100% autonome, nécessite de remettre des petites alertes aux conducteurs pour être en sécurité. Bien sûr. Merci Caroline. Avec joie. Et belles vacances, bel été. Merci bien. Caroline Dickès, directrice donc de l'innovation chez Crédit Agricole Assurance. Et c'est avec ces conseils que se termine ce rendez-vous. Voilà, exactement. Écoutez, portez-vous bien, surtout soyez prudents et puis équipez votre véhicule au maximum. Voilà, bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Technologies. Salut à tous. Et puis on se retrouve très vite, bien évidemment. À bientôt.